Allez, c'est parti pour une nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept qu'on entend absolument partout, que ce soit à l'école ou en formation professionnelle. L'apprentissage actif. C'est une idée qui a une histoire incroyable, hyper profonde, mais qui, paradoxalement, est devenue l'une des plus mal comprises de notre époque. On va décortiquer tout ça ensemble. On va démystifier quelques gros clichés et surtout, on va regarder ce qui se passe vraiment, littéralement, à l'intérieur de notre cerveau quand on apprend. Première partie, le mot à la mode, l'apprentissage actif. Et ça nous amène direct à cette grande question, est-ce qu'un apprenant en mouvement, c'est forcément un apprenant qui apprend? Parce que honnêtement, quand on pense classe active, on imagine tout de suite des gens qui bougent dans tous les sens, qui manipulent des trucs, qui découpent des affiches, qui débattent bruyamment autour d'une table. On fait un peu le raccourci en se disant, ok, il y a de l'activité physique, il y a du travail d'équipe, donc le cerveau tourne à plein régime. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple? Spoiler, pas du tout. C'est là que le travail de Philippe Mérieux devient hyper éclairant. Dans son livre « Pédagogie des lieux communs aux concepts clés », il met le doigt sur un truc essentiel. En fait, l'expression méthode active est devenue un immense fourre-tout, un vrai lieu commun. Il nous rappelle très justement qu'il y a des dizaines de façons d'être actif et que le mot actif en lui-même, il ne nous dit absolument rien sur ce qui se passe réellement dans la tête. S'agiter les mains, ça n'a jamais garanti que l'esprit travaillait. Deuxième partie, les origines de l'école active. Faisons un petit saut dans le temps. C'est super intéressant de voir comment tout ça a commencé, vers la fin du 19e siècle. En 1883, on a ce philosophe, Henri Marion, qui prend la toute première chaire de sciences de l'éducation à la Sorbonne. Quelques décennies plus tard, autour de 1917, l'expression école active commence à vraiment faire le buzz. Et puis, dans les années 20, des pédagogues géniaux, comme Célestin Freinet, vont carrément bouleverser la salle de classe en y ramenant des outils improbables, comme une vraie imprimerie. Mais revenons une seconde sur l'idée de départ d'Henri Marion, définie en 1888. Sa vision de la méthode active, elle était très pragmatique. Le but, c'était tout simplement de combattre l'ennui mortel des immenses leçons magistrales où l'on devait juste s'asseoir et écouter passivement. Son idée de génie, c'était de dire « il faut organiser la classe de manière hyper rigoureuse pour que l'élève soit obligé de se mettre au travail ». Et ça passait par une alternance stricte entre des moments de découverte où on cherche et on tâtonne et des moments de formalisation où on structure ce qu'on a trouvé. Pour l'époque, c'était une vraie révolution copernicienne. Troisième partie, la classe révolutionnaire de Célestin Freinet. Alors là, on avance un peu dans le XXe siècle et on tombe sur une histoire personnelle qui a littéralement dicté une nouvelle façon d'enseigner. Freinet était instituteur, mais il est mobilisé pour la Première Guerre mondiale. En 1917, grosse tragédie. Il prend une balle dans le poumon lors de l'offensive du Chemin des Dames. Il s'en sort, mais il est gravement mutilé. Le truc, c'est qu'il lui est désormais physiquement impossible de parler fort ou de tenir de longues leçons devant ses élèves, comme ça se faisait tout le temps. Et cette contrainte physique terrible, elle va le forcer à réinventer totalement son métier. Vu qu'il ne pouvait plus faire cours à la voix, Freinet a dû ruser pour transformer ses élèves en véritables producteurs de savoir. Il lance le texte libre, où les enfants écrivent sur leur propre vécu. En 1924, il installe une presse à imprimer en plein milieu de la classe. Les élèves impriment eux-mêmes leurs textes, il lance des correspondances avec d'autres écoles, et pour gérer tout ça sans que ce soit l'anarchie complète, il invente un système de brevet d'apprentissage, un peu comme chez les scouts, pour s'assurer que chacun progresse à son propre rythme. La classe devient une vraie ruche, coopérative et ultra fonctionnelle. Quatrième partie, le piège du travail de groupe. Et oui, parce que derrière cette belle utopie, il y a un piège redoutable. Il y a un autre grand nom de cette époque, Adolphe Ferrière, qui résumait l'idéal de l'école active avec cette phrase célèbre « The right man at the right place », l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. L'idée de base est super généreuse. On se dit que dans un projet de groupe, chacun va utiliser ses aptitudes naturelles pour le bien commun de la classe. Sauf que, en voulant absolument placer l'individu là où il est déjà compétent, on crée un effet pervers gigantesque. C'est ça qu'on appelle le piège du travail de groupe. Concrètement, ça donne quoi? Quand on demande à un groupe de fabriquer un bel objet, disons un journal ou une grosse maquette, le groupe va naturellement chercher à être efficace. Donc, l'élève qui écrit déjà super bien, sans faire de faute, c'est lui qui va rédiger. Celui qui a un bon coup de crayon va illustrer. Mais l'élève qui a de grosses difficultés et qui aurait justement grand besoin de s'entraîner à écrire, il est gentiment écarté de la tâche parce que le groupe ne veut surtout pas qu'il gâche le beau résultat final. Du coup, la méthode recrée accidentellement les inégalités qu'elle voulait détruire. C'est le serpent qui se mord la queue, non ? Cinquième partie, la tâche face à l'objectif d'apprentissage. C'est là qu'il faut faire une distinction vitale. Il faut vraiment séparer ces deux concepts, c'est crucial. D'un côté, on a la tâche. Ça, c'est le truc visible, le devoir rendu, le grand panneau affiché au mur. Elle obéit à une logique d'efficacité économique, on veut un beau produit. Et de l'autre côté, on a
l'objectif. Et ça, c'est totalement invisible. C'est le petit clic dans le cerveau, le progrès mental, l'acquisition d'une nouvelle compétence à l'intérieur de la tête de la personne. C'est ça, l'efficacité pédagogique. Le danger absolu, c'est quand la beauté de la tâche finie nous fait complètement oublier l'objectif invisible. Ça rejoint une distinction brillante du linguiste Noam Chomsky. La différence entre la performance et la compétence. Juste parce qu'un groupe nous sort une performance incroyable, qu'une belle pièce de théâtre a été jouée ou qu'une superbe maquette trône sur le bureau, ça ne veut absolument pas dire que chaque membre du groupe a acquis la compétence visée. On peut très bien s'être planqué derrière le groupe, avoir passé les feutres ou tenu le pot de colle pendant des heures sans avoir jamais affronté le moindre obstacle cognitif soi-même. Un produit réussi, ça peut être une illusion pédagogique totale. 6e et dernière partie, le véritable voyage mental. Comment garantir que l'apprentissage s'effectue réellement? Pour des experts comme Hans Sebli, la formule est limpide. Penser, c'est opérer. La vraie activité, c'est pas d'avoir les mains pleines de peinture ou de courir partout. C'est l'activité de l'esprit à la poursuite de la connaissance. C'est un processus interne. Être actif, ça veut dire vivre un conflit socio-cognitif dans sa propre tête. Et au final, on peut être mentalement hyperactif en écoutant quelqu'un parler avec passion et avoir un électroencéphalogramme totalement plat en plein milieu d'un atelier de bricolage collectif. Du coup, comment on transforme un environnement en véritable laboratoire cognitif? Les spécialistes parlent des invariants d'une situation d'apprentissage. De 1, il faut trouver ce que le chercheur Vygotsky appelle la zone proximale de développement, c'est-à-dire donner un défi assez difficile pour faire progresser, mais assez accessible pour ne pas décourager. De 2, on donne les bons matériaux et des consignes ultra claires. Et de 3, on fait en sorte que tout ça oblige l'apprenant à créer de nouvelles opérations mentales, à restructurer sa façon de penser pour s'élever au niveau supérieur. De la vraie ingénierie mentale. Il y a une citation du philosophe Michel Serres que je trouve absolument magnifique pour résumer ça. « Aucun apprentissage n'évite le voyage ». C'est tellement vrai. On ne peut pas brancher une clé USB dans un cerveau et télécharger le savoir. La transmission d'infos, ça ne suffit pas. L'esprit doit faire le chemin lui-même, dialoguer intérieurement avec cette info, la reconstruire. La pédagogie, en réalité, elle n'est là que pour organiser ce grand voyage. Et c'est sur cette interrogation essentielle qu'on va clore notre analyse aujourd'hui. La prochaine fois qu'on doit apprendre quelque chose ou qu'on doit former quelqu'un, ne nous laissons pas aveugler par l'agitation dans la pièce ou par la beauté du produit fini. Demandons-nous plutôt, est-ce que le véritable voyage mental a eu lieu? Est-ce que le cerveau a transpiré pour forger cette compétence? Gardons toujours ça à l'esprit, c'est ça la clé de la vraie connaissance. Allez, l'exploration de ces savoirs est une sacrée aventure à poursuivre avec un esprit toujours grand ouvert.